l'hôpital en mode Opale. Les voix d'un hôpital qui change. Les conditions de l'intelligence collective, la première c'est d'être pleinement ici, en pleine présence, ici et maintenant. Le fait d'être dans un esprit de bienveillance, mais quand on parle de bienveillance, on parle des problèmes, si on souhaite parler des problèmes, simplement avec les personnes, on est respectueux et considérant. On a ensuite, juste en bas à droite, l'écoute, de s'écouter les uns les autres. Le fait de se faire confiance, à la fois en soi, dans le collectif confort, mais aussi dans le processus qui vous est proposé. Et enfin, le fait qu'on puisse se dire qu'on est en parité entre pairs, entre hospitaliers, et que justement on réfléchit en parité sur les sujets qui nous préoccupent au quotidien. 4e épisode, réinventer l'hôpital. Aujourd'hui, ça fait 4 mois tout pile que je suis arrivée chez Simone. Et j'ai déjà fait pas mal de chemin depuis ma prise de poste. Je ne me perds plus dans les bâtiments de l'hôpital, je connais une bonne partie des chefs de service, j'ai suivi ma première journée de formation au sein du Lab des managers sur les fondamentaux du management et de la communication, et je peux maintenant expliquer ce qu'est le projet managérial en 2 minutes chrono. L'idée, c'est de donner à chacun plus d'autonomie et de pouvoir d'agir en accompagnant spécifiquement les managers et en créant les conditions pour que chacun ait l'envie de s'engager. Tout ça dans le but d'améliorer la prise en charge des patients et des résidents. Bref, je crois qu'on peut dire que ça y est, j'ai pris mes marques. Enfin ça, c'est ce que je pensais avant d'être invitée par la direction à participer au Cercle des transformations. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien moi non plus. Alors pour changer, je suis allée poser des questions. Et cette fois-ci, c'est Tony Brando, l'un des directeurs adjoints de l'hôpital, qui m'aide à planter le décor. Le Cercle des transformations, c'est un espace en intelligence collective de l'établissement qui est en expérimentation depuis 2022. Son objectif est de rassembler tous les représentants des communautés qui constituent un hôpital, c'est-à-dire notamment des représentants des instances officielles. Et toutes ces personnes sont rassemblées sur une demi-journée avec l'objectif de proposer des inspirations à la gouvernance traditionnelle. Le Cercle des transformations a pour inspiration des modes de fonctionnement inspirés de la sociocratie. C'est-à-dire qu'on a des modes de fonctionnement qui sont très procédurés, avec la volonté justement de favoriser le collectif dans la prise de décision. Et à titre d'exemple, je peux citer le fait que les représentants des différentes instances qui sont présents au Cercle des transformations sont élus par le biais d'une élection sans candidat, c'est-à-dire tout un processus qui permet de faire émerger un leader naturel dans une communauté. Alors pour vous le présenter très brièvement, il y a différents tours qui permettent de faire émerger 4 personnes, puis 2, puis ensuite 1, et si elle l'accepte, elle devient le représentant de la communauté en question. Alors je tiens déjà à préciser que ce cercle est encore en phase expérimentale. Il se cherche encore et il est en train d'atteindre une maturité où on en est à la 2e saison de ce cercle des transformations. Et ce qu'il peut apporter, déjà en premier lieu, déjà c'est un espace inédit dans un établissement hospitalier. Je ne connais pas d'autres structures hospitalières qui créent un espace de ce type. Et ensuite, c'est le seul espace-temps où l'on rassemble des représentants des différentes instances de l'hôpital. C'est-à-dire à la fois des médecins, des représentants des paramédicaux, des représentants de la direction, des représentants des usagers. C'est le seul endroit où tous ces gens-là se rencontrent sur un temps de 4 heures. On a à cœur en premier lieu de favoriser la rencontre et on a toujours dans nos espaces d'intelligence collective ce temps d'inclusion où on fait collectif ensemble et où on pose aussi les conditions du bon fonctionnement de l'après-midi. Et par la suite, on a un processus de prise de décision qui s'appelle les décisions par consentement. C'est-à-dire que si une personne a une réserve à exprimer, elle peut complètement l'exprimer. Et par la suite, il y a un tour de vote où une personne, si elle ne peut pas vivre avec l'idée que nous sommes en train de formuler, elle peut le mentionner et ensuite on retravaille sur les propositions. L'intention du Cercle des transformations, c'est de revisiter la gouvernance traditionnelle sans la remplacer évidemment. Nous resterons une pyramide normative, mais à l'intérieur de la pyramide, on pense qu'il est possible de faire sauter quelques cloisons et c'est vraiment tout l'enjeu de ce Cercle des transformations, créer de la transversalité dans la pyramide dans laquelle nous nous inscrivons. Il y a l'espace soit à l'accueil physique de l'hôpital, soit à l'accueil du service. Et moi, qu'est-ce que je viens faire dans tout ça ?
Je vous arrête tout de suite, je n'ai pas été élue comme leader naturel. Je suis simplement invitée pour témoigner de mes premières semaines à l'hôpital. Parce que cet après-midi, le sujet du jour, c'est la rencontre. Avec les usagers et les patients, mais aussi entre professionnels. Une quinzaine de participants sont présents. Des infirmières, des médecins, un représentant des usagers, des cadres, un étudiant et des membres de l'équipe de direction. Cette fois-ci, je connais presque tout le monde. Il y a notamment Nathalie Sanchez, la directrice générale, Karim Lashgar, le président de la commission médicale, Wided Ajlarbi, la cadre de pneumologie qui m'avait parlé du lab, Valérie Chapelle, la DRH dame, Julien Lafont, le directeur des achats, et Arlette de Carvalho, la cadre qui a été intervenue lors du dernier Midi Manager. Et c'est Tony Brando qui anime cette session. Le temps d'inclusion commence, me voici aux premières loges pour observer ce fameux cercle en action. Là, si on se posait une définition de la rencontre, qu'est-ce que ce serait ? Pour qu'on puisse après travailler sur des éléments en ayant tous à peu près la même conception du sujet du jour. Et qui veut prendre la parole ? Moi, je veux bien commencer. Quand on avait abordé la première fois la rencontre, je me souviens qu'on se disait, mais en fait, il y a des réunions tout le temps. Pourquoi la rencontre vient dans la discussion ? Et moi, j'étais intimement convaincue, parce que aussi je travaillais sur la thématique de la rencontre sur un mémoire, que en fait, c'est pas parce qu'on se réunit qu'on se rencontre. Et l'idée de pouvoir percoler en fait des schèmes individuels et le 1 plus 1 égale 3 me parle beaucoup. Donc voilà, moi ça résonne sur le pourquoi la rencontre a émergé comme thématique à travailler. Merci. Moi il y a le moment de la rencontre, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un une fois mais sans continuité et puis la re-rencontrer parce que le moment est propice à cette rencontre entre les deux individus et je crois que le moment est important. L'espace mental aussi qu'on veut y mettre à cette rencontre. On peut et qu'on veut. Je pense qu'on croise plein de monde, mais on rencontre pas tout le monde. Que la rencontre, c'est on s'implique personnellement, je ne vais pas dire en bien ou en mal, mais On s'engage. Voilà, il y a une notion d'engagement dans la rencontre. Les sessions de travail se succèdent, en plénière, en binôme, en petits groupes. On utilise des post-it, des schémas, des tableaux, et on parle beaucoup. Ce qui me frappe surtout, c'est la fluidité des échanges entre tous les participants, quelle que soit leur fonction. Je vois par exemple un jeune étudiant infirmier parler à bâton rompu avec Karim Lashgar et Jean-Yves Vessière, un représentant des usagers. Ils cherchent tous les trois des solutions pour améliorer les espaces d'accueil des patients. On dirait qu'ils travaillent ensemble depuis des années. C'est pourtant tellement rare que ces univers se rencontrent. Je profite de la pause pour en discuter avec Jean-Yves Vessière. Son avis sur la question m'intéresse. Et après tout, c'est assez rare pour moi aussi d'être en contact avec un représentant des usagers. Le cercle des transformations, c'est comme disait un président de la République, c'est un machin qui m'a assez surpris au départ. Je pense que l'idée sous-jacente, c'est en fait que les structures dirigeantes de l'hôpital essaient de retirer la quintessence des réflexions des professionnels pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital. Alors ça, je l'ai très fortement ressenti dans les premières réunions du Cercle des Transformations. Il me semble que la volonté de l'hôpital, qui est louable, c'est de faire en sorte qu'on ne s'endorme pas sur des habitudes, mais qu'au contraire, on suscite l'intérêt de la part de ceux qui ont des choses à dire, et je parle des professionnels, aussi des usagers, mais de ceux qui ont des choses à dire pour améliorer le fonctionnement du service. Sur le plan personnel, ce cercle des transformations, il m'a apporté une meilleure connaissance des différents services. Il m'a apporté aussi une espèce de réflexion sur quelque chose qui m'avait complètement échappé en tant que représentant des usagers. C'est que, en fait, si les usagers, par moment, ne sont pas contents du service qui leur est donné, c'est mineur, c'est pas la majorité des usagers, bien loin de là, c'est même l'exception. Mais s'ils ne sont pas contents du fonctionnement, les professionnels eux-mêmes
sont dans la difficulté et eux-mêmes ne sont pas satisfaits. Enfin, là aussi, c'est des exceptions, mais ils ne sont pas toujours satisfaits de la façon dont ils ont travaillé et de la façon dont ils sont, je dirais, obligés de travailler. Moi, quand je suis arrivé, je suis presque à 9 ans de représentant des usagers, c'est-à-dire en bout de mandat, puisqu'on n'a pas droit à plus de 3 renouvellements. De représentant des usagers, ça ne voulait rien dire. Or là, j'ai le sentiment que aujourd'hui, pour eux, les représentants des usagers, ça n'est pas un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on peut dialoguer et c'est quelqu'un qui peut aider à faire avancer les choses. Pour moi, c'est assez facile parce que j'ai une volonté de communiquer. Je suis capable aussi de me mettre de côté, mais j'ai quand même une volonté de communiquer. Et donc ça a été assez facile. Et j'apparaissais un peu comme le poil à gratter qui était là au milieu, qu'on ne connaissait pas bien, on ne savait pas ce qu'il avait à dire, on ne savait pas ce qu'il allait dire. Et l'intérêt, ça a été effectivement qu'il y a eu une espèce de confiance qui s'est faite avec des professionnels. Et cette confiance facilite les relations. Et cette confiance, je vais le dire très franchement, elle est aussi due à la volonté de la direction de l'hôpital, une volonté de nous imposer au sein de cette structure et de faire en sorte que on échange à égalité. Il n'y a pas l'ignare qui ne connaît rien et puis les professionnels qui savent tout. Il y a cette volonté de la part des professionnels de s'exprimer à la fois librement, mais aussi dans la volonté d'être compris par tous. Souvent, trop souvent, hélas d'ailleurs, pour nous représentants des usagers, les professionnels ne prennent pas le temps d'être à l'écoute de ce qu'ont à dire les usagers. Et puis, dans le même temps, les usagers qui sont en soins sont conditionnés. Ils n'ont pas la capacité, peut-être à cause de leurs émotions, d'exprimer comme ils le devraient, avec la pondération qui sied. Ils n'ont pas cette capacité à s'exprimer et à dire vraiment leur ressenti. Alors c'est soit ça devient violent, soit on ne dit rien, et quand on est revenu chez soi, on dépose une plainte, on demande une médiation, on s'adresse aux représentants des usagers parce qu'ils n'ont pas été bien pris en compte, etc. Et donc nous, là, on est un peu l'huile dans les rouages, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte de transmettre les messages des usagers aux professionnels et de transmettre aux usagers la vision du professionnel. Ce n'est pas pour ça qu'ils seront d'accord, ce n'est pas pour ça qu'on n'aura pas recours à la médiation, etc. Mais au moins, l'usager a le sentiment d'avoir été entendu, et ça c'est très important. Et le professionnel, même s'il ne nous le dit pas, même s'ils ne me le disent pas, ils comprennent qu'il y a des choses qui se sont passées qui n'auraient peut-être pas dû se passer et que donc ils vont essayer d'améliorer le fonctionnement de l'hôpital. Alors voilà, cette fois-ci je crois que j'ai fait le tour de tous les espaces et dispositifs qui composent le projet managérial de l'hôpital Simone Veil. Je mesure maintenant qu'il va bien au-delà de simples techniques de communication ou d'animation de réunions à destination de managers. Ce qui se joue ici, c'est une transformation profonde de l'hôpital. Et ça, je le comprends encore mieux en retournant voir Nathalie Sanchez, la directrice, pour faire un petit bilan de mon voyage au cœur du projet managérial. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est enclenché. Et un mouvement qui, d'une certaine façon, est un retour aux sources de l'hôpital, de l'hospitalité, au sens de prendre soin des humains. Cette symétrie des attentions qui fait partie des inspirations de ce projet managérial, qui partait des managers pour s'occuper des équipes, créer les conditions, et créer les conditions aussi pour les patients, à la fois pour prendre soin, pour des soins de qualité, mais aussi et surtout, j'allais dire, pour aussi leur donner le pouvoir d'agir. Vous vous souvenez peut-être que dans le premier épisode, Nathalie Sanchez m'avait conseillé la lecture du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Eh bien, figurez-vous que je l'ai lu et que ça m'a plu. Ça parle d'organisations qui ont réinventé leur mode de gestion et de gouvernance en pariant sur l'autonomie, la confiance et l'intelligence collective. Frédéric Laloux les appelle les organisations opales. On les trouve dans tous les secteurs d'activité, même celui de la santé, avec la société Buurtzorg,
qui a repensé l'organisation des soins à domicile aux Pays-Bas. Leur point commun, c'est qu'elle repose sur 3 piliers fondamentaux. L'autonomie des équipes, l'authenticité dans les échanges et les relations, et enfin la mise en place d'une stratégie évolutive. J'y trouve pas mal de résonance avec ce qui a été instauré chez Simone, notamment dans la recherche de l'autonomie et la diffusion du pouvoir d'agir dans les équipes. La possibilité pour chacun et chacune de s'exprimer librement et dans la bienveillance. Et bien sûr dans notre objectif commun, celui de proposer aux patients la meilleure prise en charge possible dans le cadre d'un projet médical qui se veut évolutif et vivant. Un hôpital en mode Opal, c'est en tout cas l'idée qui a guidé Nathalie Sanchez pour mener toutes ces transformations. La suite dont je rêve, d'une certaine façon, c'est que ça impacte chacun, chaque humain, puisque c'est vraiment la source de la mission de l'hôpital public, que chaque humain, donc les professionnels, les managers, les patients, les usagers, leurs familles, nos résidents, ressentent qu'ils ont un rôle à jouer dans cette histoire pour imaginer le fonctionnement de l'hôpital public de demain. L'hôpital, ça appartient à tout le monde, c'est un service public. Donc ce qui s'y passe, c'est comment les humains qui sont responsables de l'hôpital arrivent à le faire vivre avec toutes les contraintes, parce qu'on parle plutôt, quand on n'est pas dans l'organisation hôpital, quand on est à côté, on parle plutôt de ce qui ne va pas. C'est dire qu'au fond, dans ces organisations hospitalières, il y a des professionnels nombreux qui essaie d'imaginer les choses autrement, de faire que ça va être un peu mieux demain en apportant chacun sa pierre et en étant dans quelque chose de très vivant. On n'a pas du tout de leçons à donner en tant qu'hôpital aux autres organisations, mais on a probablement une envie de partage. Peut-être ce qui peut inspirer, c'est qu'on imagine, surtout l'hôpital public, comme une organisation qui est soumise à énormément de règles, de réglementations, de législations, avec des hiérarchies, avec des missions. C'est vrai. Et en même temps, il y a énormément de liberté. Et on voit que tous ces espaces de liberté, en fait, c'est ce qu'on se donne, c'est ce qu'on se crée. J'ai souvent l'habitude de dire ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors, à chacun de les prendre, de les investir. Et peut-être que ça peut inspirer parce qu'on imagine bien que, surtout des organisations publiques, sont vues comme des sortes de pyramides ou de bureaucratie. Et qu'en fait, c'est très vivant. Et qu'on peut diffuser ce vivant, y compris dans des organisations comme les nôtres. Alors peut-être un dernier conseil, Alice, c'est de prendre vos espaces de liberté, expérimenter, tester. Il y a des choses qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher, mais c'est vraiment OK, c'est l'esprit, c'est le mouvement. Les bulles de liberté dans la pyramide, écoutez, il y en a une pour vous, c'est sûr, Alice. L'hôpital en mode Opal. Une collection de podcasts originaux créés par l'hôpital Simone Veil, groupement hospitalier Aubonne-Montmorency. Une production signée Studio Oz. Dans cet épisode, vous venez d'entendre Tony Brando, directeur des transformations, Jean-Yves Vessière, représentant des usagers, et Nathalie Sanchez, directrice générale. Merci à elles et à eux pour leur temps et leur témoignage. Reportage et écriture, Agathe Gilberg. Réalisation, Lénora Krief. Production, Lorraine Pagès. Pour en savoir plus sur l'hôpital Simone Veil et ses initiatives, retrouvez-nous sur hôpital-simoneveil.fr/podcast.